Mémoire du siècle. Aujourd'hui, Odile de Pontual s'entretient avec André Tranois. Certainement, aussi bien comme professeur que comme animateur, je réussis assez à stimuler les gens. Et c'est une des choses qui est présente dans l'existence, c'est d'entraîner les gens, que ce soit au football ou que ce soit en licence d'histoire. C'est sympathique, quoi. L'homme qui s'exprime ainsi s'appelle André Tranois. Il est quadriplégique et malgré cela, ou peut-être à cause de cela, aidé de sa femme, Françoise Tranois, soutenu aussi par des dizaines, des centaines d'autres personnes, il a fondé l'Association des paralysés de France. En parlant de football, vous êtes, vous n'êtes pas né en faisant du football. À peu près. Oui, à peu près, je crois que vous aimiez beaucoup le football. Oui. Vous êtes né à Paris? Oui, je suis né à Paris, de parents parisiens, grand-mère parisienne, etc. Et dès l'adolescence, ce concours de circonstances a fait que j'ai pu non seulement participer à une équipe de foot, mais en devenir très rapidement le capitaine, et ces 3 galons sur la manche m'ont fait un vif plaisir et m'ont stimulé en même temps pour entraîner justement une bande de garçons du quartier des Halles, de la paroisse Saint-Eustache, à faire toutes sortes de matchs à Paris et dans la banlieue, mais toujours dans le cadre très très modeste encore de ce qu'on appelait autrefois les patronages. Vous étiez fils unique? Eh bien, j'avais perdu une sœur juste à la fin de la guerre, et par conséquent, je me trouvais fils unique, et quand les camarades voulaient me faire enrager, ils m'appelaient fils unique. Alors là, ça me mettait dans une rage folle, et je les massacrais. Pendant la guerre, j'étais à droite et à gauche, la première guerre mondiale. Et puis alors après la guerre, et la mort de mon père, j'étais à Stanislas, où je fais toutes mes études, pratiquement. Et vous vous dirigiez? Bien certainement vers une carrière sociale, je ne savais pas encore très bien laquelle, mais il me semblait que déjà dans ce temps-là, on ne connaissait pas la terminologie du tiers-monde, mais on y pensait. Et certainement la Russie, la Chine avaient une espèce d'attrait mystérieux, et ça n'est pas exclu que si je n'avais pas été tout à coup arrêté par la polio, je n'ai pris cet aiguillage-là. Alors effectivement, j'ai fait partie dès la classe de seconde, et grâce à l'aumônerie d'ailleurs de Stanislas, de ce qu'on appelait les conférences à Vincent de Paul, et qui consistait à aller visiter soit les personnes âgées, soit des familles qui étaient en difficulté. Et en particulier, dans ce temps-là, il y avait vraiment une forme de misère, de détresse qui était de plus en plus répandue, c'était la tuberculose. Notamment dans les quartiers populaires, comme le 14e arrondissement de Paris, ou le 13e à ce moment-là. Et on nous envoyait à Stanislas, justement, dans telle ou telle de ces familles signalées par l'Office d'hygiène publique, qui était la grande organisation antituberculeuse, et nous découvrions alors là des familles qui étaient dans une difficulté assez extraordinaire, et avec autant d'ingénuité que de toupet, je m'étais employé avec le camarade à faire partir à la campagne une famille que nous visitions. Et nous avions aidé à faire toutes sortes de démarches, et nous avons réussi, nous étions très très fiers de notre succès de sauvetage sanitaire et social, quand l'Office d'hygiène publique nous a dit « Mais qu'est-ce que vous avez fait ?» Ils ont emporté tous nos meubles. Ça, c'est un détail qui nous avait échappé. Ils avaient été meublés entièrement par l'Office d'hygiène publique, et nous avions pieusement organisé leur déménagement pour qu'il n'y ait plus le mauvais air de Paris, mais le bon air de la campagne. Et quel âge aviez-vous à ce moment-là? 16 ans. C'est-à-dire l'année du bac, pratiquement. Première partie du bac. Donc j'étais en philo-maths dans les années 23-24, et c'est en décembre 25 que je suis tombé malade, avec une grippe, c'est tout au moins ce qu'on avait diagnostiqué, mais en réalité, en quelques minutes, après 2 jours de fièvre, j'avais complètement perdu l'usage non seulement des bras et des jambes, mais je pouvais plus remuer ni les épaules, ni la tête, rien, enfin, vraiment la paralysie complète, jusqu'au niveau de la mâchoire. Et je ne sais pas pourquoi la figure n'a pas été paralysée,
et je n'ai pas eu besoin d'assistance respiratoire. Mais c'était la grande stupeur parce que on a diagnostiqué, mais bien plus tard, que c'était une poliomyélite. Et dans ce temps-là, la polio était réservée, si je puis dire, aux enfants, et ça s'appelait paralysie infantile. Les médecins ont cherché midi à 14 heures, on pensait à un choc psychique relevant de la psychiatrie, et cherchaient vraiment des choses extravagantes. Et puis pour finir, le médecin de famille, qui était un camarade, un ami de mon père, a dit, mais il n'y a pas de doute, c'est la paralysie infantile, et il faut l'hospitaliser tout de suite. Si bien que j'ai été transporté à l'hôpital Saint-Joseph, et au pavillon des contagieux encore. Parce qu'on se demandait si c'était cette bizarre maladie. J'ai ressenti très mal ce départ. D'abord parce qu'à l'hôpital, on est malheureux comme les cailloux, parce qu'il n'y avait pas de personnel, parce que j'étais dans une cage de verre, pavillon des contagieux, où personne n'avait le droit d'entrer sauf le personnel, et ma mère ne pouvait me voir qu'à travers la vitre, par dehors. Et alors quand, pour essuyer une goutte de sueur qui perle au front, ou bien me gratter le cou, je ne pouvais strictement rien faire, qu'appeler au secours pour que on essuie cette goutte avec un mouchoir, ou qu'on m'aide à porter la main jusqu'au niveau de mon cou, mais les gens n'y comprenaient strictement rien. Et j'entends encore une infirmière disant, celui-là, il a tout le temps besoin de quelque chose, on lui fera passer. Elle me dit, apparemment, ça va être gai. Et de fait, ça n'a pas été gai du tout, et d'autant plus amer que c'était la veille de Noël. Alors j'ai trouvé que comme cadeau de Noël, c'était un peu saubâtre. Et je suis resté 1 mois et demi à peu près, parce qu'on a essayé différents traitements d'électrothérapie, de radiothérapie, et toutes choses qui n'ont servi rigoureusement à rien, sinon elles me donnaient pas mal de vomissements. Et alors au bout de ce mois et demi d'expérience, presque 2 mois, on dit le mieux c'est de retourner chez vous, ce que j'ai fortement apprécié alors, parce que j'avais vraiment quelqu'un sous la main tout le temps, et qui était maman, dont je ne mesurais pas d'ailleurs à quel point de fatigue elle pouvait arriver en étant sur le pont 24 heures sur 24. Alors, on a essayé de continuer les traitements électriques, et c'était pas amusant du tout. Et un jour, entre autres, on m'a brûlé le nez parce qu'on mettait des pôles, l'un au nez, l'autre au bas des reins, et le jeu consistait à faire passer du courant, et qui devait, du courant galvanique, qui devait en principe emprunter la voie de la moelle épinière. Alors je sais pas ce qu'il empruntait comme moi, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que mon nez a été bien brûlé un jour, et que comme ma mère trouvait que j'étais insupportable, que je rouspétais tout le temps, j'ai été très fier d'avoir cette cicatrice, parce que j'ai dit, voyez, je ne rouspète pas pour rien. Et c'est seulement vers la fin du printemps que le médecin a eu l'idée que un petit peu de massage pouvait probablement faire du bien, et c'est sous cette forme-là qu'on a commencé ce qu'on appelle maintenant la rééducation. Et alors le seul progrès qui a été très très encourageant, ça a été que pour le mois de juillet, ma grand-mère, qui avait une petite maison à Palaiseau, près de Paris, nous a invités à venir. Et le médecin n'y a pas vu du tout d'inconvénient, seulement fallait y aller. Il ne pouvait pas être question de prendre une ambulance, parce que ça coûtait beaucoup trop cher. Et alors le masseur m'a très gentiment porté jusque dans le taxi, et j'y suis resté assis, entre des oreillers, des coussins, pour ne pas m'écrouler, et je me suis tenu assis pendant la demi-heure de voyage à peu près. Et alors ça a été absolument une révélation et un progrès gigantesque que de voir les gens, moi étant dans la position assise. Alors les gens étaient à la verticale, tandis qu'avant je les voyais toujours de travers. J'ai revu des autos, des bicyclettes, des chevaux, et même un cheval de fiacre et un fiacre. Toutes ces choses que j'avais complètement oubliées, que je ne voyais jamais plus. Alors j'ai eu l'impression de revenir dans la planète Terre. Est-ce qu'à ce moment-là, vous aviez encore espoir de retrouver toute oui, alors, votre agilité? À ce moment-là, j'avais absolument l'illusion, mais que j'ai gardé pendant très longtemps, j'ai gardé au moins 4 ans ou 5 ans,
l'illusion d'une guérison complète. Je comprenais pas très bien ce qui se passait, mais déjà cette semi-résurrection était encourageante, et j'étais resté persuadé, et ça fait drôle quand on voit ça de loin, contre toute évidence, que j'allais redevenir valide. Et je vous le dis, ça a duré très longtemps. Et le fait qu'il y ait quelques petits progrès, comme celui de rester assis, comme celui d'arriver à apprendre à tracer des bâtons avec la main pour réapprendre à écrire, ces petits progrès me faisaient croire que, au moins pour mon centenaire, je redeviendrais complètement valide. Et au fur et à mesure que certaines illusions se dissipaient, il y avait d'autres occupations qui prenaient la place. Et par exemple, un de mes anciens professeurs, qui était des rares restés fidèles, est venu me dire « Tu devrais apprendre le grec ». Ah, excellente idée. Pourquoi ne pas apprendre le grec? Et du coup, j'ai commencé chaque jour à faire 1 heure, 2 heures, 3 heures de grec. Et je pensais, ça sera autant de gagner. Après, je serai peut-être professeur. Et il sera bon à ce moment-là de connaître le français, le latin et le grec. Parce que je me rendais compte que je n'aurais quand même pas une activité de valide. Par conséquent, il n'était plus question d'aller en Chine, en Russie ou ailleurs. Et que je pourrais, puis j'avais un certain goût, qui était arrivé de façon assez imprévue aussi. Car étant élève, j'étais assez chahuteur pour ne pas vouloir être de l'autre côté de la barricade. Et là, au contraire, dans mon fauteuil roulant, où je me disais, au fond, ça doit être assez stimulant, ça aussi, d'être professeur, d'entraîner des gamins vers le brevet ou le baccalauréat, et pourquoi pas. Et petit à petit, alors, cet objectif s'est précisé, et au lieu de faire du grec pour l'amour du grec, j'ai continué pour préparer la licence d'enseignement français, latin, grec à la Sorbonne. André Tranois, au moment où votre polio s'est déclaré, qu'est-ce qui existait pour aider les handicapés? Il n'existait rien, mais strictement rien. Le désert, sauf une petite équipe à Saint-Fargeau, en Seine-et-Marne, où une ancienne polio, Hélène Poidatz, avait regroupé autour d'elle et rééduqué elle-même, avec l'aide d'un chirurgien ami, Bob, une quinzaine d'enfants atteints de paralysie infantile. Mais pour les adultes, il y avait moins que rien, et les neurologues de la Salpêtrière pouvaient tout au plus conseiller à leurs malades polio de se faire un appareil chez un de leurs confrères spécialistes d'appareillage, qui était une armure de chevalier du Moyen-Âge, tout bardé de fer, de cuir et d'acier, et qui enfermait, on peut dire, le corps paralysé, de telle sorte qu'à l'aide de ressorts qu'on maniait de l'extérieur ou qu'on maniait avec les bras quand on avait les bras, pouvait faire avancer une jambe après l'autre, difficulté pour s'asseoir, difficulté pour se relever, enfin, vraiment, un truc imbuvable et tellement lourd, c'est de l'ordre de 20 ou 25 kilos, tellement lourd que comment voulez-vous qu'un corps complètement paralysé, qui ne pesait même pas 50 kilos, arrive à soutenir ce machin. C'était vraiment paradoxal au suprême degré. Si bien que, d'une part, nous avions trouvé Lausanne, mais Lausanne était, par définition, réservée à des personnes qui avaient un minimum d'aisance, et pour mon compte, j'avais eu la grande aide, et que des membres de ma famille, des cousins, et également l'association des médecins de la Seine, dont mon père faisait partie, aient pu récolter une certaine somme pour me permettre d'aller à Lausanne. Mais qu'est-ce qui se passait pour les gens qui n'avaient pas d'argent? Absolument rien, et d'ailleurs, dans ces années de 1925, si vous voulez, date de ma polio, à 1945, date de du lancement de la sécurité sociale par De Gaulle, eh bien, il n'y avait rien. Et en particulier, on était soumis
11 étant la généralité des Français, à la fameuse loi de 1905 sur les indigents aveugles et incurables, qui était le dépotoir. Le dépotoir, bien heureux d'ailleurs qui est ça plutôt que d'aller crever sous les ponts, mais enfin, c'est à se demander tout de même. Parce que, je l'ai vu de mes yeux vus, des garçons de mon âge, à l'hospice d'Ivry, de Bicêtre, et en province c'était pas mieux, à l'hospice Sainte-Marie d'Angers ou n'importe où, eh bien, ils allaient là parce que comme on met un vieux jouet cassé à la poubelle, il n'était pas pensable, dans une famille modeste, souvent modestement logée par-dessus le marché, de pouvoir garder un grand infirme chez lui. À la campagne, ça se faisait encore, parce que on a l'habitude de vivre tous dans une pièce commune, et puis, ma foi, il ne vient pas à l'idée d'abandonner la personne âgée ou bien la personne infirme. À ce temps-là. Mais en ville, absolument impensable. Par conséquent, il y avait un hiatus complet pour tout ce qu'on pourrait appeler les classes moyennes, les classes bourgeoises, à commencer par les petits bourgeois jusqu'aux grands bourgeois. Il n'y avait rien comme couverture sociale, strictement rien. Alors les gens très fortunés pouvaient se soigner, les gens tout à fait infortunés pouvaient être aiguillés sur le dépotoir, il y avait l'assistance médicale gratuite, il y avait aussi une législation qui commençait à s'élaborer contre la tuberculose, justement. Et là, effectivement, il y avait eu un effort, on commençait à construire les premiers sanas, et c'est là aussi où les jocistes, car la joc naissait dans ces années-là, on commençait à avoir des antennes dans les sanas. C'était la branche malade de la JOC. C'était le tout petit frémissement le seul qu'il y avait dans les milieux populaires pour aller au-devant de la misère maladie. Est-ce qu'à la limite, on n'avait pas un peu de mépris pour les handicapés? Il y avait plutôt, je crois, une totale méconnaissance. Et de même que quand un enfant a écrasé sa poupée, 9 fois sur 10, on trouve que la poupée est irréparable et qu'il faut la mettre à la poubelle, mais c'était ça. Et de fait, la poupée de son qui n'a plus aucun mouvement, qui n'a rien, qu'est-ce qu'on en fait? On le met à la poubelle sans l'ombre de manque de charité. C'était une constatation objective. On ne connaissait comme pas. Ça. Ah, mais on ne connaissait pas. C'était la méconnaissance complète de l'état d'infirmité, handicapé moteur, et d'un certain nombre d'autres. D'ailleurs, il n'en était pas de même pour les aveugles ou les sourds-muets, qui, depuis Valentin Huy, depuis les célèbres abbés qui ont commencé à démutiser les sourds-muets, l'abbé de l'épée, etc., on avait déjà des idées sur la rééducation et les possibilités. Mais pour les handicapés moteurs, c'était absolument nul. Quand est-ce que les mentalités ont commencé à changer? C'est difficile de fixer une date, mais je crois tout de même que 1949, ça a été une date décisive. Ça a été le dépôt par un médecin socialiste du Nord, Dr Cordonnier, d'un projet de loi sur les handicapés, justement, en montrant que c'était une catégorie à part, et que il fallait les traiter comme tels, et qu'il fallait prévoir des institutions, des allocations en particulier, dont l'une s'appelait allocation de compensation, et qui était justement une prime d'encouragement pour les handicapés moteurs qui travaillaient. Et c'est énorme comme déclic, ça. À la fois dans la psychologie de l'individu, et en même temps dans sa reconnaissance par la société. La société reconnaît qu'il fait un effort, anormal en quelque sorte, pour être parmi les travailleurs. Alors on le récompense en lui donnant un bout d'allocation supplémentaire. Et puis après ça, il gagne sa vie autant que possible, au même tarif que les autres. Et alors, si Cordonnier a réussi, au prix de 1000 tours de passe-passe, et pendant un certain mois d'août, car la loi est du 2 août 1949, il a choisi une séance où il y avait très 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 peu de députés, ils étaient tous en vacances, et Cordonnier a fait passer ça, hop, après avoir été 4 ou 5 fois rejeté de l'ordre du jour de l'Assemblée. Et puis quand ça a été voté, oui, ça y est, c'est voté. Et c'est passé au Sénat après, et alors après ça, je garantis que c'est pas tout d'avoir une loi. Il faut des arrêtés d'application. Les arrêtés ministériels, c'est un fourbi du tonnerre de Dieu. L'arrêté d'application en faveur de l'éducation nationale n'a été pris que 10 ans après, en 1959. Mais Cordonnier avait posé une première ligne, l'enseignement public est ouvert aux handicapés. Oh, ça, c'était
du tonnerre, du tonnerre. Vous êtes allé en Suisse, je crois, André Tranois. Oui, ça a été en effet la période la plus stimulante de ma rééducation, d'aller en Suisse, parce que les médecins français baissaient les bras, tandis que on avait indiqué à maman un chirurgien suisse de Lausanne, professeur Nico, qui lui était beaucoup moins désarmé que ses confrères français. De sorte que 2 ans à peu près après le début de la polio, nous avons été en traitement à son institut orthopédique à Lausanne. Et là, simplement par l'art d'utiliser les restes, mais alors de les utiliser au maximum, en faisant toutes sortes d'exercices de mécanothérapie active, en commençant à réapprendre la marche dans une espèce de trotte-bébé géant pour grandes personnes, un chariot à 3 roues soutenu par les épaules, etc. En plus, avec ses conseils judicieux de prendre des chaussures orthopédiques, ce qui me semblait complètement absurde compte tenu du poids des chaussures, eh ben, il a dit allez-y et essayez et vous verrez. Et de fait, le pied, bien sûr, était alourdi par les chaussures, mais il était surtout très bien tenu. Il y avait toutes sortes d'astuces pratiques comme ça, qui nous ont été révélées dans ces traitements à Lausanne et que je pouvais après ça, continuer à Paris en revenant à la maison à l'automne ou à l'hiver. Et quel âge aviez-vous quand votre mère est décédée? Et alors c'est justement un des raisons, des drames qui ont empêché que ce rythme continue d'une façon régulière. C'est que en 1932, ma mère est tombée très gravement malade, à la suite très probablement d'ailleurs d'un accident d'auto qu'elle avait eu 2 ans avant, boulevard Raspail à Paris, et quand je suis revenu, elle ne quittait déjà plus son lit, et il était à peu près évident que ce déclin était définitif, et finalement, c'est allé tout de même relativement vite, puisque je suis rentré de Lausanne vers la fin octobre, et que maman poussait son dernier soupir dans le courant du mois de décembre. 1932. 1932. Et j'avais eu l'illusion, encore une, que une maman ne peut non pas se remplacer, bien sûr, mais que je devrais pouvoir trouver ce que j'appelais alors, avec beaucoup de naïveté, une vice-maman, c'est-à-dire pratiquement une garde-malade, qui soit en même temps maîtresse de maison, et je pensais trouver, parmi des personnes veuves ou séparées, ou ayant plus ou moins l'âge de maman, et quelqu'un qui est en difficulté matérielle, plus ou moins ruiné, serait contente de trouver un poste où elle se sent utile, ou en même temps elle ait un gîte, un couvert, et d'avoir quasiment au père quelqu'un qui s'occupe de moi, en même temps qu'elle tiendrait la maison. Et en réalité, beaucoup des personnes que on m'a envoyées, c'est fou ce qu'il y a de Terre-Neuve dans une ville comme Paris. Alors, un certain nombre de Terre-Neuve s'étaient précipités sur moi, très gentiment, et dit, on va vous chercher, on va vous chercher, on va vous chercher. Et puis, je n'ai vraiment vu, sauf une exception, qui malheureusement n'a pas collé, vraiment personne qui soit apte. Alors, je me suis jeté à l'eau en prenant une tierce personne, comme on dit, ou comme auxiliaire de vie, c'est le mot à la mode maintenant, mais dans ce temps-là, on n'appelait pas ça ainsi. Et cette brave flamande, qui était une grosse dame, tout plein gentille, d'ailleurs, il fallait qu'elle soit bonne pour accepter tous mes coups de boutoir. Alors, on me rappelle le jour de Pâques, elle m'avait emmené à la messe, si je me rappelle bien, et en revenant, j'avais trouvé sur ma table de travail mes livres de grec qui étaient hors de portée de ma main. Et cette simple impuissance
alors que la bonne dame avait tellement exaspéré que je voulais pas l'appeler, au secours, cette impuissance d'attraper à 1 centimètre près mes bouquins de grec m'a absolument exaspéré. Alors j'ai dicté à mon auxiliaire de vie un long télégramme de 15 lignes au moins, dans lequel j'étais à son égard d'une vacherie inimaginable, et en appelant au secours le père Guillou, qui était directeur de l'école d'agriculture d'Angers, lequel m'avait retrouvé à Lausanne accidentellement, m'avait aidé là-bas, et avait vu maman pendant les dernières semaines. Et il avait dit à maman, si jamais André avait besoin de moi, qu'il n'hésite pas à me déranger. Et 24 heures après, il était là. Et alors j'ai déballé mon sac en lui montrant que la situation était devenue complètement intenable, et que de plus mes ressources financières étaient à peu près épuisées. Bref, c'était la fin des haricots, et comme on m'avait refusé au titre de professeur à l'école des frères de Saint-Jean-de-Dieu, à Paris, où il y avait un asile rue Le Courbe, un asile pour les enfants handicapés, et je m'y étais présenté parce qu'il y avait une place de professeur de français à prendre, et les supérieurs m'avaient palpé comme un veau en foire, et ils ont beaucoup trop paralysé. Bon, terminé. Alors, Père Guillou s'est gratté la tête, ostensiblement, ce qui m'a fait rire. Il avait dit, bon, je vais voir ce qu'on peut faire. Mais à ce moment-là, mon inquiétude a été déjà en bonne partie levée. Tellement bien levée que j'ai congédié mon auxiliaire de vie, au risque de rester seul, ce qui n'a pas manqué d'arriver, pendant les semaines suivantes. Et comment peut-on vivre seul quand on est très handicapé? Alors j'appelais au secours naturellement de tous les côtés, en particulier une de ces religieuses de ce couvent, qui venait me veiller au début de la polio, revenait maintenant dans la journée pour me lever le matin, pour m'aider à faire un peu de gymnastique, pour me coucher le soir, et puis pour la nuit, mon Dieu, à la grâce de Dieu, et quelquefois avec l'aide d'un étudiant, enfin un ancien étudiant, à qui j'avais loué une chambre dans notre appartement. Enfin, c'était vraiment gribouille qui se jette à l'eau pour pas avoir de pluie. Hein. Alors, bonne quinzaine de jours après, le père Guillou est revenu. Il m'a dit, voilà, ça y est, j'ai tout arrangé. L'internat des étudiants de la Cato à Angers est tenu par des jésuites, des confrères. Je leur ai expliqué votre cas, et vous êtes attendu, et je viendrai vous chercher le 29 novembre. Je suis parti le 29 novembre, allongé dans un wagon de 3e, avec le père Guillou à côté de moi, et en lisant une thèse de sociologie qui venait d'être publiée sur la nécessité de rééduquer les gens en France. Alors je suis arrivé à Angers, et alors là a commencé une vie totalement nouvelle. Je me suis trouvé tout d'un coup dans un milieu étudiant par définition très renaud, et vraiment je ne pouvais pas imaginer une pareille sortie du tunnel. C'est comme on est ébloui en sortant d'un tunnel. Et j'ai eu recours au père Guillou, qui est venu me servir de tierce personne matin et soir pendant quelques jours. C'était prodigieux comme charité. Qui, par la Croix-Rouge, a trouvé une infirmière de la Croix-Rouge susceptible de jouer ce rôle d'auxiliaire de vie, pour reprendre l'expression 1986. Et c'est une infirmière qui avait fait Verdun, comme elle disait, qui était assez rude, et qui en même temps ne craignait pas de se trouver dans un milieu d'étudiants pas spécialement respectueux, ni des personnes âgées, ni des femmes qui pouvaient croiser dans l'escalier. Et nous sommes aussi devenus un petit peu comme fils adoptif et mère adoptive, au fur et à mesure que les jours passaient, et où
nous nous sommes sentis vraiment tout à fait providentiellement faits l'un pour l'autre. J'avais 26 ans. Est-ce que c'est vers cette époque-là que vous avez pris conscience de ce grand mouvement de solidarité qui allait s'appeler l'APF? Bien avant cette aventure angevine, il y avait eu, pour moi, un pèlerinage décisif à Lourdes, pendant que maman était très malade, au mois de juillet 1932. Et j'avais été à ce pèlerinage, pas du tout pour demander d'être guéri, mais pour demander deux choses. Premièrement, la guérison de maman, et deuxièmement, le devenir d'une association amicale d'anciens de Lausanne que nous avions mise d'aplomb à l'automne précédent. Tous handicapés, tous polio, comme on disait à ce moment-là. Tous polio, comme on disait à ce moment-là. Et alors, j'avais posé cette espèce de question, pour ne pas dire une mise en demeure. À la Sainte-Vierge, il faut d'une part que vous guérissiez maman, et d'autre part que vous m'indiquiez si oui ou non c'est du travail utile ou inutile, cette histoire d'association. Et alors la réponse est venue, évidemment, dans les mois qui ont suivi. Premièrement, maman n'a pas guéri. Et deuxièmement, l'amicale s'était développée d'une façon assez étonnante. On était 100, 200, 300. Et qui plus est, on avait tout de suite senti que ça ne pouvait plus rester une association internationale, même s'il y avait des antennes à l'étranger, et qu'il fallait constituer, les Français étant la majorité, une association 1901 en France, entre Français. Alors quand je suis arrivé à Angers, eh bien c'était déjà lancé, en somme. Déjà il y avait un groupe à Paris autour de Bourgarel, et moi je continuais à informer nos amis et lecteurs, si j'ose dire, que j'étais désormais à Angers, que je leur laissais entendre que tout allait bien maintenant, et que, eh bien, il fallait qu'on se mette beaucoup plus sérieusement encore qu'avant au travail. Et alors nous avions lancé une petite revue polycopiée qui s'appelait Faire Face, et je m'amuse à relire là l'article que j'ai donné dans le premier numéro du 6 mars 1933, et il disait ceci, en titre, Faire face. Difficile de choisir le titre d'un organe aussi important que le nôtre, point d'ironie. Si difficile que nous en proposons le choix à nos lecteurs, et vous trouverez ci-dessous un référendum. Mais ce qui est le plus facile, c'est de développer l'idée, incomplètement exprimée par ce titre batailleur, Faire face, emprunté à Gudner. Nous voulons être des hommes au sens plein et sublime du mot, malgré ou grâce à notre infériorité physique, des hommes qui ont compris le sens et le prix de la vie, malgré ou grâce à la souffrance. Faire face à tout devoir, et en particulier au devoir de fraternité, de charité, en un mot faire face à la vie et à ses possibilités infinies. Faire face, la face illuminée du reflet des joies données et reçues. Il y avait déjà, je crois, tout l'embryon de ce qu'allait devenir l'Association des paralysés de France. Tout le reste du temps, j'étais obligé de bûcher très dur, parce que l'histoire de grammaire latine ou grecque en particulier ne me passionnait pas, et qu'il fallait absolument arriver à décrocher cette licence de l'enseignement. Alors, quand ça a été fait, je pensais que, comme le nom l'indique, licence d'enseignement, ça voulait dire qu'on allait m'offrir sur un plateau d'argent une chaire de professeur. Et comme en Anjou en particulier, en Bretagne, il y a beaucoup d'établissements privés, il ne pouvait pas s'agir de l'enseignement public parce que le seul fait d'être infirme interdisait l'accès à l'enseignement public. Par conséquent, pas question d'agrégation ou d'autres examens, même pour être instituteur. Changer pour être instituteur, il fallait pouvoir faire de la gymnastique aux élèves. Alors, pas question, évidemment, d'entrer dans l'enseignement public, ou de postuler même. Tandis que dans l'enseignement libre, ça me paraissait assez évident
que, compte tenu des relations de l'université, etc., on allait encore une fois me faciliter une nomination comme professeur dans un des collèges de l'Ouest. Pas du tout. Y compris un directeur du plus grand collège d'Angers, qui était un ancien de Berck, et qui était, j'oserais presque dire, un ami, voire un copain, a dit, ah ben non, je ne peux pas vous engager comme professeur. Pourquoi? Parce que vous êtes trop paralysé. Alors mon sang n'a fait qu'un tour, j'ai répondu je ne sais quelle insolence, puis j'ai continué à chercher. Mais c'est que partout c'était la même réponse. Il ne pouvait pas être question de risquer la réputation d'un collège en invitant un professeur quadriplégique. Alors, j'avais imaginé, pour avoir le droit de rester étudiant, de m'inscrire au secrétariat de la faculté comme candidat au doctorat. En réalité, il n'y avait pas de cours de doctorat, mais le doctorat consistait à préparer une thèse. Et grâce à Monseigneur Diès, un platonicien, c'était professeur d'histoire de la philo à Angers, j'avais été recommandé à des professeurs de la Sorbonne à Paris, professeur d'histoire, puisque je voulais faire de l'histoire, et grâce à eux, j'ai été orienté petit à petit vers un sujet de thèse. J'ai été mis, grâce à Robert Garrick, qui était un de mes maîtres de la Sorbonne, et en même temps le créateur et le fondateur des équipes sociales, qui m'avait enthousiasmé quand j'étais encore valide, et même depuis, avec sa devise « il faut croire à ce que l'on fait et le faire dans l'enthousiasme », Garrick m'a aiguillé sur la famille de Montalembert. Et Robert Garrick l'a si bien fait que les archives de La Roche-en-Bonnil m'ont été ouvertes. Et que, avec mademoiselle de Beausoreil, et nous sommes arrivés un beau jour, juste avant la guerre, à La Roche-en-Bonnil, où le comte et la comtesse André de Montalembert ont été des hôtes on ne peut plus accueillants. Quand ils ont vu avec quelles difficultés matérielles je me proposais de travailler, alors là, avec énormément d'élégance, ils m'ont donné la clé des archives, et à partir de ce moment-là, la partie a été virtuellement gagnée. Mais seulement virtuellement, car je n'avais toujours pas de chaire de professeur. Alors, le père Guillou, Monseigneur Diès ont entendu dire que les évêques, protecteurs de l'université, allaient créer une poste de chargé de cours pour le français et le latin. Et j'ai appris tout de même avec une très grande satisfaction, au mois de juillet 1939, que j'étais nommé à ce poste. Et je suis parti en vacances, le cœur léger, avec simplement le regret d'avoir à faire des versions latines et des thèmes latins, parce que je trouvais ça horriblement ennuyeux. Et puis, la guerre a éclaté. La guerre a éclaté, des professeurs de la Cato ont été mobilisés, en particulier le professeur de latin, et je me suis présenté à mon doyen, et il m'a dit, je crois que vous aimez l'histoire. Ah, ça oui. Eh bien, je vous laisse la chaire d'histoire. Et je prends la chaire de latin pour remplacer un de nos confrères qui est mobilisé, pour le français aussi, on s'arrangera. Si ça vous convient, prenez l'histoire. C'était la grande chance de ma vie, et je pourrais vraiment plus dire dans la vie que j'avais pas de chance, parce que c'était ce dont je n'avais jamais osé rêver. Il restait à se mettre au travail, parce que la rentrée était au 1er décembre, et le doyen ajoutait, mais tous mes livres sont à votre disposition. De sorte que même là, j'ai pas eu beaucoup à me pencher, j'ai eu beaucoup à travailler, mais pas beaucoup de peine à trouver des livres, et ainsi a commencé ma carrière de chargé de cours, devenu professeur titulaire, au moment où la thèse de doctorat a été soutenue et empochée. Les mois, les années passent, la guerre se déroule. Votre situation est maintenant stabilisée, mais il vous reste à vivre votre condition si difficile d'handicapé. Quand on voyait quelqu'un dans la rue en fauteuil roulant, mais tout le monde se retournait. Tout le monde. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là, une bête curieuse?
Et quelle était l'attitude de l'Église envers les diminués? Mais l'Église, c'était pareil. L'Église ne connaissait pas du tout. On portait le sacrement aux malades, par exemple. On portait la communion même aux paralysés. En ville, solennellement d'ailleurs, le prêtre en surplis, les enfants de chœur faisaient tinter la clochette pour que tous les voisins voient bien ce qui se passait. Bon. Mais, par exemple, tout grade sacerdotal, le sacerdoce, était interdit aux infirmes. Mais parce que c'était comme ça depuis l'ancienne loi. On n'offre pas à Dieu comme serviteur, comme prêtre, un monsieur mal foutu. Et de même dans les couvents de femmes, on n'acceptait pas des femmes infirmes, sauf quand elles étaient filles de roi qu'il fallait les mettre dans un parc. Mais voilà, alors, il n'y avait rien là, si vous voulez, aux yeux des contemporains. Il n'y avait rien là du tout de scandaleux. C'était comme ça. Est-ce qu'on avait le droit de se marier? Oui, ça n'était pas défendu, c'était seulement fortement déconseillé. Et quand j'étais fiancé et que nous avons cherché une église ou une chapelle où nous marier, nous avons été refusés à notre église paroissiale d'Angers, à une église paroissiale de Paris, et c'est de justesse que nous avons réussi à obtenir, grâce au recteur de l'université, une chapelle de la cathédrale d'Angers, mais seulement une chapelle. Parce que c'était tellement insolite que c'était tenter Dieu ou tenter le diable. Enfin, non, on joue pas avec ces choses-là. On joue pas avec un sacrement. Alors, on voit pas un monsieur poubelle se marier. Est-ce qu'on vous a conseillé de ne pas avoir d'enfants? Oh, ben, bien entendu, oui, oui. Quand s'est posé le problème des enfants, et dès les fiançailles, moi j'avais mis comme condition au médecin de dire toute la vérité, rien que la vérité, mais que si je ne pouvais pas avoir d'enfants, eh bien, je renonçais à me marier. Moi, je voulais des enfants. Et alors, aux yeux des tiers, et surtout de tous les étrangers amis, c'est impensable de songer à avoir des enfants quand on est paralysé, handicapé. Moi, je vois pas pourquoi. Du moment qu'on peut, avec l'intelligence, l'esprit, l'âme, arriver à élever dans tous les sens du mot des enfants. Il n'y a pas de raison, mais là encore, c'était tellement anormal que ça a choqué des tas de gens, et qu'alors, une fois que le passage a été fait ainsi, pour d'autres, alors il y a une épidémie de mariage parmi les handicapés dans les 2 années qui ont suivi. C'est vous qui avez donné Ah le oui, feu qui vert. avait donné l'exemple, si j'ose dire. Peut-être un mauvais exemple, mais en tout cas, ça a suivi. Alors, dans quelle mesure est-ce que les milieux syndicalistes ou politiques s'y intéressaient? Eh bien alors, absolument pas. Mais ça n'était pas du tout à l'ordre du jour. Pas plus à gauche qu'à droite. Personne n'y pensait. Rigoureusement personne. Et comme me l'a dit en pleine figure quelque temps après un type de la CGT, les non-travailleurs, vraiment, c'est pas notre rayon. Nous sommes des syndicats de travailleurs. Nous nous battons pour améliorer les conditions du travailleur. Et vous, par définition, vous n'êtes pas les travailleurs. Donc, on ne s'occupe pas de vous. S'il y a quelque chose à faire, et nous en sommes conscients, c'est à vous de le faire, pas nous. Oui, mais comment faire tout seul? Ah bien voilà. Alors, le jeu consistait essentiellement à ne pas être tout seul. Et donc, c'est pourquoi, avec vraiment un acharnement et un enthousiasme assez extraordinaire, nous avions dans tous les coins de France un certain nombre de personnes qui prêchaient notre croisade, si je puis dire, à tort et à travers, et qui faisaient des adhérents. J'ose dire que nous avons eu le mérite de crier de plus en plus fort, eh ben non, c'est pas comme ça, on peut faire autrement. Et on va le montrer. Alors, au fur et à mesure que des gens, des industriels notamment, nous connaissaient, et puis vous voyez que dans notre centre d'apprentissage de Saint-Clément-d'Elvé, ou après ça dans les autres, on avait des gens qui pouvaient être des travailleurs, figurez-vous. Ah, on n'avait jamais pensé qu'ils avaient encore des bras. Ah, alors ils faisaient des cordonniers, des menuisiers, des mécaniciens, et qu'on pouvait placer, et qui étaient aussi bons que les autres, et des horlogers, des serruriers. Alors là, à ce moment-là, ça a été la découverte du fil à couper le beurre. Les faits les plus frappants, certainement, sont les suicidés que nous sortons de l'eau, parce que ils étaient, en particulier dans les dépotoirs, comme Ivry, Bicêtre, etc., ils étaient nombreux, sinon innombrables. Et l'un des garçons que nous avons eu en prime, si je puis dire, à Saint-Clément-d'Elvé, au centre d'apprentissage de cordonnerie,
C'était justement un garçon de l'assistance publique, donc abandonné par ses parents, ayant eu la poliomyélite dans son enfance, et qui à 18 ans avait eu droit au dépotoir. Alors il était là dans ces grandes salles d'Ivry, elles sont maintenant compartimentées, mais ces grandes salles de 30 lits, 15 de chaque côté d'une allée centrale, avec des idiots, ou des personnes très âgées, qui délirent, et en particulier on met le long de leur lit des grandes planches, qui ressemblent absolument à des cercueils, pour les empêcher de tomber. Bon, ben, mettez un gosse de 18 ans d'intelligence normale, dans ce milieu-là, et soyez étonnés qu'il cherche à se suicider après, c'est le contraire qui serait étonnant. C'était avant la guerre, ça, ou... C'était pendant la guerre. Et ce garçon-là, Marcel Maisonneuve, il est mort récemment, avait essayé, une fois de se pendre à son lit, on l'avait dépendu, une deuxième fois de se pendre à son lit, on l'avait redépendu, une troisième fois, et le directeur alors a appelé une de nos assistantes sociales, de nos toutes premières assistantes sociales, il lui a dit, écoutez, vous ne pourriez pas le raisonner, c'est pas possible qu'il commence tout le temps comme ça. Alors l'assistante sociale est allée le voir, a parlé avec lui longuement, maternellement, puis est venu trouver le directeur en lui disant, vous savez, il va recommencer. Comment? Eh oui, il va recommencer. Alors, le seul moyen de l'empêcher, c'est de sortir de là. Comment le sortir d'ici? Vous n'y pensez pas? Alors elle a dit, si, j'y pense, et je vais le faire. Eh bien, le directeur était fou furieux. Et il a dit, vous le voulez, mais vous l'aurez tout nu. Parce que les vêtements et sous-vêtements appartiennent de l'hospice. Ah. Alors l'assistante sociale a pris au mot, est allée chercher des chemises, des caleçons, etc., a enveloppé le gars dans son manteau, dans son propre manteau, et nous l'a amené comme ça à Saint-Clément-d'Elvée. Et là, le gosse a ressuscité. On a compris que, vraiment, les handicapés pouvaient servir à quelque chose et ne pas être laissés sur la touche comme non-travailleurs. Et maintenant, je ne dirais pas qu'on a le soutien des syndicats, parce qu'ils sont beaucoup trop préoccupés de la lutte contre le chômage, pour soutenir des concurrents, si je puis dire, potentiels, que sont les handicapés. Ils nous laissent nous débrouiller, mais d'ailleurs, en toute amitié, en nous le disant bien tranquillement, faut pas s'occuper de nous, on n'a pas le temps. Alors, pour ce qui est des travailleurs intellectuels, ça c'est encore une autre paire de manches, parce que, on voit bien d'ailleurs à l'heure actuelle, quelles sont les facilités qui sont données dans l'enseignement public à des agrégés qui sont aveugles, et ma petite fille a un professeur agrégé d'anglais aveugle dans sa classe du lycée de Neuilly, eh bien, il doit être assisté par un étudiant, dans le cas particulier, un étudiant anglais qui vient apprendre le français en France, et qui sert d'assistant pour écrire au tableau, pour aller ramasser les devoirs, pour empêcher les chahuts, etc. C'est donc tout de même assez compliqué, on le conçoit bien, surtout pour la fonction publique, d'avoir à doubler un fonctionnaire, mais beaucoup de professeurs qui ne sont pas aveugles, mais qui sont paralysés d'une jambe, sont maintenant dans l'enseignement, ils s'en tirent très bien. Mais ça a été encore plus difficile à faire comprendre. Est-ce qu'il y avait d'autres catégories sociales comme ça qui n'étaient pas intégrées? Par exemple, les gens qui venaient de l'étranger. Tout à fait, oui, ça, bien entendu. La même position? Oui, c'est des positions de marginaux, un peu c'est ça, de gens qui, à cause de leurs différences, ne sont pas reconnus. Ça, c'est le vieux bateau des féministes, etc. Il est certain qu'on a vécu pendant encore énormément de générations avec des a priori sur la supériorité du masculin, sur la femme ne travaille pas, sur, comme le disait le syndicat en 1936, les handicapés, ça travaille pas. Ça paraissait une évidence. Et alors il a fallu détruire ces évidences-là. Mais moyennant quoi, je dirais la bataille continue. Il faut pas du tout s'imaginer. Et d'ailleurs, ça continue sous deux formes. Et la première, c'est que même parmi les handicapés, on a de la peine à faire des adhésions. Alors on dit pourquoi? Pourquoi se fatiguer à être adhérent et à payer une cotisation, du moment que par les commissions départementales ou autres, on peut se faire guider, aider, sans se donner la peine de s'inscrire. Alors ça, c'est ce que j'appelle un peu les chiens crevés au fil de l'eau. Donc plus commode de se laisser aller. Alors nous avons travaillé pour eux, on a frayé le passage, on a créé le cours d'eau, eux se laissent aller au fil de l'eau. Mais c'est pas eux qui s'accrochent dans un coin, c'est pas eux qui se décrocheront. Et il faudra encore, et s'ils sont accrochés à je ne sais quelle racine qui dépasse de la berge, alors là le chien crevé serait arrêté. Alors ils appellent au secours.
Alors on va les décrocher, mais ils s'inscrivent pas pour autant. Ah non, c'est très curieux. Oh, ça fait partie de l'égoïsme qu'a tout le monde. Moi, je ne suis jamais occupé d'handicapés si j'avais pas été handicapé moi-même. Tout à fait simplement, vous le dites. Oh, Tout à oui, fait oui. honnêtement. Mais avec une quasi-certitude. Je me serais occupé d'autres choses, et comme j'avais rêvé peut-être de Chinois ou de Russes, mais certainement pas d'handicapés. Mais je crois que chez les enfants, chez tous les enfants, il y a un instinct oblatif, comme disent les psychologues. L'enfant a besoin, est content de donner une fleur à sa maman, est content de faire un plaisir à quelqu'un. C'est spontané. Alors, si on cultive ça, je dois dire que c'était le cas justement dans notre famille, on apprend aux enfants à donner, à se priver même de telle ou telle tablette en chocolat pour en envoyer aux petits Chinois. Je ne crois pas, contrairement à ce que disent certains parents, disant que ça déforme l'enfant, que ça l'empêche d'être lui-même, parce que ça l'empêche d'être égoïste. Mais il faut pas croire que s'il arrive ainsi, soi-disant, en formation neutre, à 18 ou 20 ans, il choisira mieux la bonne voie ou la voie de l'égoïsme. Ça, j'y crois pas. Vous avez écrit un livre que vous avez intitulé « Risquer l'impossible ». Je veux dire que pour faire le livre, j'ai été sollicité par un éditeur. Parce qu'autrement, les manuscrits que j'avais pu faire sous forme d'autobiographie, ils n'avaient jamais eu l'heure de plaire à un éditeur, probablement parce que trop touffu, ou bien justement plongeant le lecteur dans une atmosphère de bataille contre la souffrance, si vous voulez. Et la souffrance, la mort, on n'aime pas tellement en entendre parler. Et même les petits livres auxquels vous faites allusion, eh bien, il n'y a pas eu beaucoup plus de 4000 acheteurs, ce qui prouve donc que ce n'est pas un best-seller. Et je crois pour la même raison. Premièrement, c'est peut-être pas d'un génie littéraire, mais surtout, je crois profondément que ça chatouille les gens à un endroit qui, pour beaucoup, est un peu désagréable. Et par ailleurs, vous faites allusion aussi au titre. Alors là, le titre m'a été en partie imposé, et je n'aime pas tellement le titre finalement, parce que Dieu seul est le maître de l'impossible. Alors prétendre, un petit garçon, avoir risqué l'impossible, mais c'est pas vrai, j'aurais rien risqué du tout si le Seigneur n'avait pas été derrière. Précisément parce que vous l'avez pu le voir autour de cette trajectoire. Il y a eu des moments absolument déterminants où j'étais complètement au fond du puits et où une espèce de sauveteur miraculeux est venu m'en sortir. Je suis arrivé en effet à des choses qui semblaient impossibles au départ, mais c'est vraiment, il a fallu du courage bien sûr, mais il a fallu aussi vraiment beaucoup de chance. Et nous, chrétiens, nous appelons ça la providence. Mais enfin, d'autres préfèrent parler du hasard, je les laisse à leur responsabilité. Mais il faut bien considérer en tout cas qu'on ne peut jamais arriver à rien tout seul. Et que si l'Association des paralysés de France connaît un développement considérable, et maintenant une certaine notoriété si vous voulez, mais c'est grâce à des milliers de militants qui se sont décarcassés dans tous les coins de France. Et la conclusion de mon petit livre, c'est il faut tout marquer du signe plus, et ça se trouve être le signe de la croix, et ça j'y crois beaucoup alors. C'est pas toujours suffisant pour dissiper le cafard, mais c'est certainement suffisant comme raison de vivre. Encore une fois, pour risquer l'impossible, si c'était maintenant, je choisirais sûrement un autre mot. Vous choisiriez d'autres mots, mais vous recommenceriez la même chose. Ah, exactement. Oui, ben, je choisirais un autre nom, mais je recommencerais la même chose. Assurez-vous. C'était Mémoire du siècle, consacré aujourd'hui à André Tranois, avec
Odile de Pontual, Yves Bardet, Jean-Paul